Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 261 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, débrief du match 5 des finales NBA. Bon, eh bien ça y est, c'est la fin de saison officiellement, donc, alors pas pour nous, il va falloir un peu charbonner pour finir l'année, notamment, mais donc aujourd'hui, dernier débrief de la saison et des finales, puisque aujourd'hui on parle du match 5 en particulier, bilan plus tard, on verra, bilan de série, bilan de saison, etc. Mais là, pour l'instant, débrief du match 5 des finales NBA. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du match 5 des finales NBA 2024. Bienvenue dans le Basket Lab. Boston champion NBA 4-1 pour les Celtics contre Dallas, donc au terme de ce match 5 qui aura été le match de la consécration. On est là pour parler de ce match-ci aujourd'hui. On fera peut-être un bilan plus global plus tard, mais donc ce match-ci, c'est vrai que, bon, malheureusement, sauf si vous êtes fan de Boston évidemment, mais malheureusement un peu plié d'avance, un peu, en tout cas pas d'avance, mais très tôt. Et en fait, on a eu le combo parfait de Boston qui fait un de ses meilleurs matchs de la saison, en tout cas un match parfait quasiment, versus Dallas qui fait un match catastrophique, quoi. Ce qui fait que, très rapidement, on a eu 20 points d'avance à la mi-temps, même un peu plus, même je crois exactement. Bref, le match a été assez vite plié. En plus, c'était à Boston, donc il y avait l'ambiance, etc. Et dès le début de match, en fait, on a vu que, tout le côté, parfois pour un peu ce genre de grandes performances légendaires qui aident à maintenir une série en vie, ou ce genre de match comme ça, il faut de la réussite. Et là, on a bien vu qu'elle n'était pas là. Pas mal de turnovers non forcés, pas mal de tirs manqués. On a senti de suite que Doncic et Irving n'étaient pas dans un grand soir du tout, alors que ça serait passé par là. On a vu que le shot making à 3 points du supporting cast, non, toujours pas, alors que il y avait même pas cette possibilité de Washington, Derrick Jones Jr., etc., ils se mettent à shooter à 6 sur 8 à 3 points chacun et ça sauve le match. Non, donc bref, voilà, c'était assez vite plié, enfin quoique pas assez vite pour le coup, parce que même si en début de match Dallas a été assez brouillon dès le tout début de match, je trouve, et on a senti que ça allait être compliqué, mais au moins il restait au contact en fait, et ça s'est joué sur un run dans c'est fin du premier quart-temps. Il y a un run de 9 points d'affilée, ensuite qui se poursuit dans le deuxième, et puis ça grandit jusqu'à le point d'orgue de cette saison, donc non pas back-to-back, mais le deuxième tir au buzzer de ligne de fond, ligne médiane de la part de Peyton Pritchard, qui en fait a fait une Jordan Poole, puisque c'est Jordan Poole qu'il avait fait en finale 2022 contre Boston. Voilà, là il a passé le flambeau à Peyton Pritchard qu'il a fait lui-même pour Boston contre Dallas. Donc rendez-vous dans 2 ans, en 2026, finale 2026, où Jaden Hardy va faire 2 tirs au buzzer au milieu de terrain pour une victoire de Dallas. Bref, on divague déjà. Donc oui, en effet, le match a été plié assez rapidement, et donc pour mettre un peu des chiffres et parler concrètement, en effet, Dallas, très mauvais offensive rating sur ce match, clairement le scoring n'était pas là du tout, donc on enchaîne sur un quatrième match sur 5 où la performance offensive a été catastrophique. On y reviendra quand on fera un bilan, je pense, mais donc pas bon en attaque sur ce match-là. Ce qui avait aussi fait la force, souvenez-vous du match 4, on en avait parlé, c'est que Dallas avait remporté la fameuse bataille des possessions. Qu'est-ce que c'est ? C'est j'ai beaucoup plus de cartouches que l'adversaire, ce qui fait que même pour une efficacité égale, si j'ai plus de tirs que l'autre, forcément je mets plus de points. Voilà, c'est très très basique. Et donc notamment Dallas avait très très bien protégé la balle en termes de perte de balle, très peu de perte de balle, donc au match 4, plus gagné au niveau aussi du rebond offensif, alors que Boston avait été catastrophique dans ces deux domaines-là. Donc Boston avait fait beaucoup de pertes de balles et très peu pris de rebond offensif. Voilà, là évidemment ça a été l'inverse, exactement l'inverse. Donc Dallas de nouveau énormément de pertes de balles, et notamment des pertes de balles non forcées aussi, alors pas que, mais aussi de pertes de balles un peu évitables, pas forcé par la défense, un peu de stress, ou un peu de juste je dribble sur le pied, ou je fais une mauvaise passe qui est sans la pression sur le ballon, etc., etc. Donc
beaucoup de turnovers côté Dallas, de nouveau un score dans le 23e centile, donc à peine mieux que 23% de tous les autres matchs NBA des playoffs 2024. Autant dire que c'est un score de turnover qui est pas bon du tout. Et puis pareil, très peu de rebonds offensifs, à peine dans le 16e centile, alors que de l'autre côté, Boston, c'est dans le 90e centile. Donc Boston a fait très très mal au niveau de ses rebonds offensifs, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de switch dans cette défense de Dallas qui essaie de faire des switches pour garder un tel ou un tel dans le rôle dans tel ou tel rôle. Donc notamment le rôle du pivot, on le fait switcher beaucoup pour qu'il reste autour du panier. Donc ça crée des mismatchs ailleurs et donc bref, on l'attaque. Voilà, Boston, très peu de pertes de balles et beaucoup de rebonds offensifs. Dallas, l'inverse. Alors que match 4, c'était l'inverse. Il y a cet élément-là qui est assez énorme, au-delà même de... On va aborder la question de qu'est-ce qui s'est passé tactiquement, la répartition des tirs sur le play zone, etc. Mais même avant ça, il y a un constat qui est très, très simple, qui est que Boston a eu beaucoup plus de cartouches que l'adversaire, au-delà même, et avant même qu'on commence à parler d'efficacité. Boston a perdu moins de ballons, donc a eu plus de tirs. Boston a eu plus de tirs aussi parce que plus de rebonds offensifs, alors que Dallas, c'est l'inverse. Et puis même, une stat qui fait un peu mal, même beaucoup mal, très très mal côté Dallas, c'est que en termes de taux de lancer franc, on est dans le 5e centile. Donc à peine mieux que 5% de tous les autres matchs NBA de playoff 2024 donc de cette année. Voilà, score famélique, alors que d'habitude Dallas, bon, c'est pas une machine à lancer franc, mais avec un moteur comme Doncic, avec Irving aussi, qui peut être très bon quand il veut, ça peut arriver à provoquer des lancers francs. C'est aussi une équipe qui joue très gros, et qui, notamment avec des Washington post 4, avec Derrick Jones, qui n'a pas de shoot mais qui est agressif, avec Gafford, avec Lively. Voilà, c'est une équipe qui nous a habitués à jouer gros, au sens général défense, mais donc aussi attaque, avec beaucoup de punch, beaucoup d'agressivité, et voilà, là on n'a pas eu du tout de lancer franc, donc au final si on fait le calcul, comme dit, avant même de parler d'efficacité, on est sur ce constat où Dallas a eu beaucoup moins de cartouches, beaucoup moins de tirs que l'adversaire. Et puis donc, en effet, pour se déplacer un peu du côté des tirs, cette fois-ci, c'est notable, mais toujours pas de bonne performance à 3 points, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est-à-dire que Boston continue à mal shooter sur la série, 32% d'efficacité à 3 points, toujours en prenant beaucoup, évidemment, mais 32% à 3 points. Et Dallas également 30%, 29,7, 30% d'efficacité à 3 points. Là encore, une mauvaise performance. Je pense que ça aurait été le thème de ces finales NBA 2024, c'est personne n'a bien shooté à 3 points, à part une fois au chalet, pardon, à part une fois match 1, où Boston finalement a très très bien shooté sur la première mi-temps notamment, et fini le match à plus de 40%, je crois. Mais voilà, à part ça, les 5 matchs, 2 mi-temps, enfin non, deux côtés du terrain, on a eu une bonne performance à 3 points sur 10 en fait, sur 10 côtés du terrain, 5 matchs fois 2 côtés du terrain, 1 sur 10. Bref, donc ce match-là non plus n'a pas été dicté par du shotmaking pur, donc c'est pas comme ça que Boston s'en est sorti. C'est pas du tout avec une sur-réussite à 3 points, pas du tout. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là ? Au-delà des pertes de balles, au-delà des rebonds offensifs qui ont fait mal, au-delà de Boston qui, eux, pour le coup, ils ont pas mal eu de lancers francs et ils ont été agressifs et voilà, plein d'éléments comme ça. Je pense que le premier qu'on peut noter, c'est un truc, pour le coup, qui là a été inhabituel, c'est la fréquence de tir au panier de Boston. La fameuse fréquence de tir au panier dont Azad avait parlé en personne avec Joe Mazzulla quand il lui avait posé une question en conférence de presse en février dernier. Mais voilà, là, pour le coup, on a Boston qui a pris énormément de tirs au panier, et c'est un peu une anomalie, ça pour le coup, vous le savez, parce que même dans les victoires, Boston prend très peu de tirs au panier, et beaucoup de tirs à 3 points notamment. Et là, en fait, on a vu que, cette fois, pour faire le lien avec le terrain, et par les tactiques, c'est vrai qu'on a une défense de Dallas qui était un peu à la ramasse, qui a vraiment été à la ramasse. Alors, 2 éléments. Des éléments un peu d'effort et de communication et de discipline, etc. Donc un peu des erreurs humaines, on va dire, de niveau de jeu intrinsèque, entre guillemets. Mais après, il y a aussi un élément qui, à mon avis, est fondamental, qui est tactique, plutôt, c'est le fait que, si on fait un peu l'histoire de la série, Boston est arrivé à mettre en deuxième rideau des défenseurs, à placer des défenseurs qui étaient mauvais, donc Irving, Doncic, Ensuite, sur la suite de la série, Dallas s'est hyper bien ajusté donc pour ce rôle du Lomen, l'homme le plus bas, proche du panier, qui doit venir aider en deuxième rideau. Dallas avait commencé à remporter cette bataille-là en faisant switcher off-ball et en gardant Lively et Gafford dans ce rôle-là. Là, c'est vrai que on avait déjà vu match 4, on l'a décrypté en vidéo si ça vous intéresse, mais on avait déjà vu, et là ça s'est confirmé une nouvelle fois, Joe Mazzulla qui trouve des solutions pour éloigner de nouveau Gafford et Lively loin du panier. Voilà, ça a été une partie,
pas que, mais notamment ça a été une partie avec, parfois on a des mouvements de Jrue Holiday, qui par exemple Holiday ou Derrick White qui sont défendus par Lively ou Gafford. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont couper dans le corner, donc ils les entraînent un peu avec eux de facto, on libère totalement le corner, on fait couper le joueur dans le corner, et ensuite on fait attaquer depuis ce côté-là. Ce qui fait que normalement le pivot qui va être le low man, il doit être côté faible, là il se retrouve côté fort. Donc forcément, il y a un peu un choix, c'est un peu un dilemme. Soit je viens aider, mais donc je laisse un shoot grand ouvert à Derrick White dans le corner, soit je viens pas aider. Et c'est ça il s'est un peu passé, c'est qu'il venait pas aider. Bref, plein de petits systèmes comme ça, hyper intéressants, qui en fait ont réussi à déplacer Gafford ou Lively de ce spot, de ce rôle, du low-man et de cette région un peu géographique de sous le panier. Donc, premier élément, des trucs et astuces comme ça en termes de positionnement. Deuxième élément aussi, très simplement, beaucoup plus qu'avant, on a essayé de les impliquer sur le ballon. Et donc, non pas pour les chasser, en fait, c'était pas pour les cibler directement, mais on les faisait venir sur les écrans. On appelait le joueur qui défendait, il venait poser un écran. Comme ça, on impliquait le pivot Lively ou Gafford sur l'écran et donc en haut, dans le périmètre. Et même pas forcément en les attaquant ensuite directement, mais juste, on l'amène, ça fait un switch, on rend le ballon, et le mec qui ensuite est défendu par Gafford ou Lively reste dans le périmètre. Par exemple, il reste sur l'aile. Comme ça, ensuite, on peut dérouler de l'autre côté, et sans forcément donc attaquer Gafford ou Lively qui sont plutôt mobiles et plutôt bons en premier rideau, mais sauf que après le premier switch, ils se retrouvent dans le périmètre, et donc, ce qui fait qu'on a un autre low-man. On a Irving, on a Doncic, on a Washington, on a Derrick Jones, etc. On n'a pas la même qualité d'aide en deuxième rideau, et donc, tout ça pour dire qu'en effet, on a eu cet aspect-là où Joe Mazzulla et Boston sont petit à petit arrivés à dérouler ce plan de jeu et plein de petits systèmes, plein de petits trucs et astuces qu'on va décortiquer en vidéo pour que, en effet, ce rôle du low-man ne soit plus occupé par le pivot adverse. Premièrement, ce qui a donné donc cette fréquence de tir au cercle très élevée. 38% de leurs tirs ont été pris au cercle, plus si on rajoute tous les lancers francs. Mais donc 38% de tirs au panier, c'est dans le 81e centile. 81, donc mieux que 81% de tous les autres matchs NBA de cette saison. En playoff, évidemment, c'est excellentissime, 81. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est que, finalement, on n'a pas fait que ça. Il y a des fois aussi où on laissait Dallas un peu confortable, allez, Gafford de Lively sont proches du panier, ok. Mais donc, vu que l'ajustement de Dallas, ça a été beaucoup d'arriver à les mettre là-dedans et à les garder là-dedans, match 3 et match 4, qu'est-ce qui a été fait cette fois-ci? C'est soit on arrive à les éloigner, soit sinon, on se prend pas la tête, mais plutôt que d'essayer de déplacer qui est en deuxième rideau, on va aussi en fait attaquer le premier rideau. Et donc, notamment, comment est-ce que ça a été fait? Ça a été fait notamment avec deux noms que sont Jrue Holiday et Sam Hauser. Sam Hauser, c'est rapidement avec des ghost screens, donc des écrans fantômes. Qu'est-ce que c'est? C'est un écran, en fait, c'est juste une crosse croisée. C'est littéralement, ce n'est pas un écran, c'est juste Sam Hauser, le shooter, qui vient faire une course croisée comme s'il avait posé un écran, mais en fait non, il s'arrête même pas, et il ressort de l'autre côté. Il passe d'une aile à une autre, et donc ce qui met un peu à mal la défense de switch. Est-ce qu'on switch ou pas? Est-ce qu'on réagit à temps? Bref, ça crée un peu de confusion sur le ballon, et donc en effet ensuite, on peut plus facilement attaquer sur drive, et donc même s'il y a un mec en deuxième rideau qui est le bon pour Dallas, si on arrive au panier plus vite, ça facilite le travail. Et puis donc, il y a aussi des erreurs qui font que si ça switche pas, on a un pick and pop ouvert pour Sam Hauser. Et ça, on l'a vu. Donc, premier élément, Sam Hauser, qui est dans ce côté, on va attaquer le premier rideau. Et puis, l'autre élément qu'on avait déjà vu match 2, mais qui avait été un peu perdu, je trouve. Je sais pas trop pourquoi, mais on l'a plus autant vu que match 2. C'était l'ajustement qu'on avait déjà décrit de Jrue Holiday en partenaire de pick and roll avec Jason Tatum. Et en fait, ce que permet d'avoir un partenaire comme Jrue Holiday, c'est que c'est pas un intérieur classique, en fait. Et justement, ce qu'il faisait, c'était pas forcément de poser des bons écrans. Le but, c'est simplement d'utiliser un peu son historique de vrai porteur de balle, de vrai mec qui est capable de se déplacer dans l'espace, de prendre des décisions en mouvement, de passer, etc., etc. Et donc, notamment, ça a été un festival de Jrue Holiday en poseur d'écran, entre guillemets, et je le mets entre guillemets parce que il posait pas vraiment des écrans. C'était soit je viens, je glisse l'écran, et puis en fait, je vais dans le dos des deux défenseurs avant que ça puisse switcher. Donc, ce genre de mouvement très rapide qu'un pivot peut-être sait faire un peu moins, en tout cas avec moins de vivacité. Ou alors, des petites subtilités de je pose l'écran d'un côté, et puis en fait, non, je fais un rescreen de l'autre. Ou alors, je glisse l'écran, mais en touchant le mec, en touchant le défenseur comme ça. Comme il y a un contact, le mec se dit il y a switch, mais l'autre il se dit mais non, il n'y a pas switch puisqu'il est en train de glisser. Bref, il y a toute une expertise comme ça, ce qui fait que, en effet, même les fois où Dallas avait un peu Gafford ou Lively dans ce rôle du low-man, protecteur de panier en deuxième rideau,
bah, si le premier rideau est un peu trop fragile, avec un feu follet comme Jrue Holiday en partenaire de pick and roll qui vient et qui propose plein de solutions dans le dos de la défense très vite, ou alors qu'il y a cette polyvalence de profil, je peux dribbler, je peux ensuite attaquer, je peux sortir au pick and pop parfois aussi. Les fois où il était défendu par le pivot, il sortait en pick and pop et donc il attirait loin du panier le pivot. Je peux aussi faire l'extra passe sur short roll, c'est un des tout meilleurs là-dedans. Voilà. Holiday, c'est un QI basket et un jeu sans ballon et un passing qui sont de très haut niveau parce que derrière, le mec, aujourd'hui c'est un role player, mais il a l'historique d'un vrai meneur de jeu. Donc voilà, ça c'était énormément utilisé et donc, bref, fermons la parenthèse. C'est pour ça que même les fois où Dallas avait un bon deuxième rideau, le deuxième rideau parfois était en retard, ou alors le deuxième rideau pouvait pas réagir à temps, ou alors le deuxième rideau venait, mais Jrue Holiday était capable de faire l'extra passe pour, une fois que le décalage est fait, on l'amplifie ce décalage et on va trouver le shooter dans le corner, etc. etc. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça assez marquants, avec aussi la stratégie de, ça j'en ai pas parlé, mais le fait qu'on arrive à faire sortir dans le périmètre aussi un Lively ou un Gafford, évidemment, ça permet de nouveau de refaire ce qu'on a fait en début de série, notamment quand Dallas se faisait piéger, c'est si Lively et Gafford est dans le périmètre, ça laisse de l'espace à l'intérieur. Et donc, qui est-ce qu'on met dans le fameux dunker spot? On met de nouveau Jrue Holiday ou Derrick White. Voilà, ça c'est un truc que Dallas avait réussi un peu à neutraliser en milieu de série parce que en fait on switchait et on laissait le pivot là-dedans. En fait non, là on est de nouveau arrivé à les attirer loin du panier et donc à remettre Jrue Holiday dans ce dunker spot. Et donc voilà, quand tu as un drive de Tatum qui même face à Lively, il fait un drive depuis le périmètre et puis il y a Doncic qui est dans le dunker spot parce qu'il défend Holiday. Voilà, ça fait une aide qui n'est pas de qualité, ça fait aussi une passe qui est facile pour le mec qui est sous le panier. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé de retrouver beaucoup ce genre de pick and roll Tatum Jrue Holiday. Plus donc Sam Hauser également, mais Tatum Jrue Holiday, ça a été un élément, je trouve, fondamental, qu'on avait déjà vu match 2 et qu'on avait un peu perdu, donc très bien de le revoir parce que ça propose plein de solutions, comme dit, par rapport au premier rideau, d'autant que, je ne l'ai même pas précisé, en tout cas j'ai peut-être pas encore insisté là-dessus, mais la défense en premier rideau, elle était pas top. Voilà, Dallas, comme on a dit, il y a un élément tactique, mais il y a aussi un élément de niveau de jeu intrinsèque, d'effort, de discipline, de tout ce que vous voulez, mais en soi, les défenseurs et la défense a mal été exécutés. C'était pas que les schémas, ça a été d'une part les schémas, mais aussi d'autre part l'exécution des schémas qui n'a pas été bonne. Et puis oui, pareil, Holiday aussi, j'ai même pas dit, mais Holiday beaucoup utilisé sur des pick and roll, vous savez, sur le côté, sur des empty action où le corner est vide, vide, sur donc des jeux à deux entre petits, entre Derrick White et Jrue Holiday, entre Jaylen Brown et Jrue Holiday, voilà, ce genre de petits jeux à deux sur le côté qui crée des switches, ou alors qui crée un décalage quand il n'y a pas de switch. Pas mal aussi de post-up, que j'ai bien aimé ça. Des post-up, on a retrouvé les post-up de Tatum face à Irving, pas des tonnes, mais c'est un peu revenu, donc c'est bien parce que ça permet que Dallas ne puisse pas quadriller le terrain comme sur une isolation. Vous savez, sur de l'isolation loin du panier ou sur un pick and roll, en fait, Dallas faisait un switch plus une aide derrière. Là, sur post-up, c'est pas pareil. Donc, on avait un peu plus ce côté tranchant et incisif et rapide, en fait, d'attaquer un mismatch, et donc notamment Irving au poste bas par Tatum. Pareil, Porzingis qui est revenu. On a aussi eu deux ou trois, je crois, possessions. Il y a deux, c'est sûr, une où il y a faute et une où il shoot par-dessus Irving. Donc bref, ce côté punir les switches, parce que forcément, quand tu fais un pick and roll avec Porzingis, tu es obligé de switcher, parce que sinon, si tu restes à deux sur le ballon, ça fait un pick and pop, donc tu es obligé de switcher. Mais donc, si ça switch, ensuite il va s'installer poste haut, poste bas pour punir le mismatch. Ça a été fait. Plus tous les rebonds offensifs dont on a déjà parlé, plus donc ce côté, on arrive à éloigner les pivots adverses du panier, plus donc, on l'a dit, ce côté, surtout éloigner les pivots de Dallas du panier qui a été primordial. Bref, le match offensif a finalement été très bon, et ce qui a permis que, voilà, encore une fois, Boston n'a pas bien shooté à 3 points, vraiment, pas du tout. Mais par contre, cette fois-ci, ils sont allés souvent au panier avec beaucoup de tirs pris sous le panier, beaucoup de lancers francs, généralement qui sont provoqués autour du panier, des lancers francs. Et donc voilà, on s'en sort avec une bonne perf offensive, avec en plus, je ne l'ai même pas dit, mais très peu de pertes de balles, et surtout beaucoup de transitions de nouveau, que j'aille regarder les chiffres. Alors en fréquence, non, pas tant que ça, mais bon, vous le savez, les chiffres de transition à prendre avec des pincettes, parce que comment est-ce qu'ils sont comptabilisés, mais voilà, de manière, l'analyse visuelle, on a vu que pas mal de Boston arrivait de nouveau à beaucoup pousser la balle en transition, à accélérer le jeu en transition, à partir d'interceptions, à partir de rebonds, et on a retrouvé un peu ce côté attaque plus facile en tout cas, donc moins de turnover, plus de transition, plus de libération de l'espace à l'intérieur, on arrive à déplacer Gafford et Lively pour qu'ils ne restent pas sous le panier, plus de Jrue Holiday avec Tatum sur pick and roll,
Le shot-making aussi, des stars qui est un peu revenu. Notamment, voilà, il y a des fois où Tatum est pris dans le schéma habituel de Dallas, mais sauf que il dépasse le mec en premier rideau, l'aide arrive en deuxième rideau, et pourtant il met le layup. Voilà, ça c'est aussi un certain shot-making. Donc voilà un peu pour la performance offensive de Boston. Et puis, de l'autre côté, bon, comme dit, un peu les évidences qui sont que Dallas n'était pas en forme du tout. Il fallait, je pense, un grand Doncic et ou un grand Irving, mais je pense plutôt les deux, pour que ça passe. Et on a eu les deux qui étaient assez mauvais. On a eu beaucoup de pertes de balles, donc malheureusement, parfois forcées, mais parfois pas forcées. On a eu très peu de rebonds offensifs pour compenser, très peu de lancers francs. Pour le coup, le meilleur match de la série, ça a été le match 4, évidemment, comme on l'avait décrypté, on en avait parlé, mais c'était aussi beaucoup à travers la transition, la contre-attaque. Or là, on a eu quasiment aucune contre-attaque de la part de Dallas, en tout cas largement moins qu'au match 4, on n'a quasiment rien eu, ce qui fait que voilà, on n'a pas ces points faciles qu'on a pu accumuler petit à petit comme au match d'avant, et donc voilà, rien à rattraper le reste en fait. Si tu mets pas les tirs à 3 points, si tu perds des ballons, si le rebond ne vient pas compenser, la transition ne vient pas compenser, les lancers francs ne viennent pas compenser, les tirs au panier non plus, voilà, ça devient très vite compliqué, et donc c'est pour ça qu'on a de nouveau 86 points sur le match. Alors en tout cas sur Cleaning the Glass, quand on enlève le garbage time, 86 points à peine pour Dallas. Alors attendez, je vais quand même vérifier le vrai score. Le vrai score. Ouais, 88. Ok, 106-88. Bref. Donc, au-delà de ça, le shot-making n'était pas là. Et même au-delà du shot-making des stars, c'est surtout les choix qui n'étaient pas là. J'ai trouvé qu'on avait un manque de tranchant assez évident. Et les mêmes situations un peu de isolation, pick and roll ou autre, sur lesquelles au match 4, ça attaquait beaucoup. Et on arrivait à toucher la raquette et à faire des driving kicks. Là, on n'a pas eu trop ça, notamment en début de match. Ça s'est beaucoup contenté un peu dans le périmètre de faire des pull-up à 3 points, les fameux pull-up à 3 points contestés et un peu loin du panier sur un switch. Bon, moi je suis quand même pas trop fan de ça. Pour le coup, je suis pas trop fan de ça. Il y a aussi des pull-up à 3 points de meilleure qualité. Je pense notamment sur Porzingis, on a un pull-up à 3 points totalement ouvert de Irving parce que Porzingis est très bas, mais il aimait pas. Voilà, par exemple. Voilà, des trucs comme ça, mais plus globalement sur le decision making, j'ai pas trop aimé. Parce que c'était un régime de tir des stars qui a été très compliqué pour démarrer ce match. Donc c'est un peu un problème. Après, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que, notamment je crois que sur la première mi-temps, je n'ai compté qu'un seul switch de Al Horford sur Doncic, qui d'ailleurs a donné un pull-up à 3 points contesté par Al Horford magnifiquement, parce qu'Al Horford il sait qu'il peut presser très haut parce qu'il a de l'aide derrière pour au cas où il se fait dépasser. Bref. Et donc j'ai compté qu'un seul switch sur la première mi-temps. Alors peut-être que j'en ai oublié, mais le reste, par contre, pour le coup, on était beaucoup sur du edge, en fait. Ça a été l'ajustement de ce match 5 défensivement, c'est que on est parti au tout début avec le switch un peu habituel, mais en fait, on a vite changé, et globalement, en fait, on est revenu sur une défense qui, à la fois, était plus traditionnelle par rapport au ballon, donc pas switcher, mais rester un peu en edge, ou en tout cas à 2 contre 1 sur le ballon, à contenir, et puis voilà, et pourtant qui, d'autre part, a été plus agressive, non pas traditionnelle, conservative, mais agressive, en termes de stunt, notamment, et en termes d'aide, ce qui fait qui était là pour compenser aussi le fait qu'on reste un peu à 2 contre 1 sur le ballon. Là où c'est un peu ironique, c'était un peu on est retombé finalement un peu sur les schémas de OKC, sur la série contre OKC. Et donc, je pense à des situations, notamment où on a 2 contre 1 sur le ballon avec pas de switch, donc plutôt un edge, plutôt on contient le ballon à 2 contre 1, plus en fait des aides hyper agressives derrière. Et donc, en effet, par exemple, il y a une action où ça permet cette couverture de pick and roll libère un peu le alley-oop, en tout cas la passe par-dessus pour Gafford, sauf que depuis les 2 corners, nous avons Sam Hauser et Jalen Brown qui surgissent complètement et très tôt dans l'action, qui viennent boucher l'espace, et donc quand Gafford rattrape la balle et atterrit sur le terrain pour ensuite espérer faire un dribble et monter au dunk de nouveau, mais en fait la raquette est déjà bien occupée. Et pour parler un peu technique, ça Scouting Report, c'est un peu un truc sur lequel il est pas à l'aise, Gafford, ce côté utiliser la partie basse de son corps, et notamment contre OKC, vous allez voir, c'est exactement ça. C'est des pré-rotations très tôt dans la raquette qui font que, en fait, on vient un peu, comment on dit, crowder, non. On met des gens très tôt autour de Gafford ou de Lively sur le roll pour les priver d'espace, en fait. Ce qui fait que quand il n'y a pas un alley-oop complet jusqu'au panier, s'ils ont besoin de faire un dribble dans la raquette pour s'ajuster, ou il y a une passe qui est un peu trop courte pour aller au alley-oop,
bah, y a déjà du monde dans la raquette et ils n'arrivent pas un peu à déblayer. Donc voilà, ça a été le vrai ajustement pour moi, c'est que d'un côté, on est retombé un peu plus sur... on ne concède pas aussi facilement le switch que ça a été le cas sur l'entièreté de la série, quasiment. Donc, y compris sur Luka Doncic. Hein. Ça a été un peu comme ça que Doncic a attaqué le match 4. C'est beaucoup, enfin tous les matchs, hein, mais c'était match 4, mismatch, je vais chercher un tel. Ensuite, une fois que j'ai le switch, ça s'organise. Toi, tu vas dans le corner, toi, tu t'en vas. Et puis, une fois que j'ai mon switch, je peux attaquer avec l'organisation du terrain qui est faite telle que je puisse attaquer sans être gêné, notamment. Bah là, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu tant de switch que ça. Il n'y a vraiment pas eu tant de switch que ça sur le ballon et pour Doncic. Et au contraire, donc, 2 contre 1 sur le ballon, on le contient, plus des stunts agressifs depuis les corners, mais même aussi donc depuis un Kyrie Irving. C'est un peu l'atout maître de Jason Kidd dans ces configurations, c'était on a un shooter d'élite. Donc, qu'est-ce qu'on le fait? On le met à une passe près de l'action. Comme ça, si son défenseur veut faire un stunt, veut aider, veut dézoner pour boucher l'espace à Doncic, bah, ça fait une passe directe pour donc un shooter d'élite qui est prêt à shooter et qui va le mettre, qui va le punir. Et donc, notamment, c'est pas seulement punitif, c'est aussi préventif, et donc ça a empêché que Derrick White, Jrue Holiday et autres viennent aider agressivement, viennent dézoner agressivement. Il restait plutôt sur le shooter, et ça laissait Doncic de l'espace pour faire le drive. Personne ne venait s'interposer. Là, ça n'a pas été ça. Là, on a eu des stunts plus agressifs, y compris à partir de Irving, donc, où, ben voilà, il y a des fois, vous voyez Jrue Holiday qui l'abandonne complètement, même si pourtant c'est Irving. Là, non. Là, on a décidé, on a été plus agressif en termes de défense collective autour du pick and roll, notamment aussi parce que, comme on est plus agressif sur le pick and roll, il faut bien. Et puis, il y a aussi le fait que ce edge, ce 2 contre 1 sur le ballon, a été compensé non pas par des stunts, mais aussi par un Jrue Holiday qui a été beaucoup en free safety aussi. Et le fait est que, quel est le problème du edge avec Doncic? C'est que c'est un 2 contre 1 sur le ballon, donc s'il passe par-dessus, il y a un décalage. Ok, donc il y a un surnombre en fait, un surnombre pour Dallas. C'est ce qu'on a vu contre Minnesota. Sauf que le truc, c'est que on est peut-être tombé sur un match où Dallas n'était pas en forme. Peut-être que si on avait eu 2 ou 3 autres matchs de plus, Mazzulla n'aurait pas fait ça. En tout cas, comment dire, plutôt, Dallas aurait fini par s'ajuster, sans doute, en termes de comment est-ce que j'organise mon terrain, etc., pour espacer, pour donner plus de chance. Mais là, j'ai l'impression que ça a été un peu une carte, une wildcard un peu surprise, qui a pris un peu Dallas par surprise. Et donc, on n'était pas totalement prêt à s'organiser, on n'était pas prêt à s'ajuster et à espacer le terrain et autres. Et ce qui fait qu'on a été un peu surpris par ça. Et par ce côté, Boston, finalement, fait un 2 contre 1 sur le ballon, plus aide de manière hyper agressive, avec parfois même donc un Jrue Holiday qui se déplace totalement librement dans la défense, en free safety et qui vient compenser. Mais pourquoi? Parce que côté faible, c'est Washington et Derrick Jones Jr. Donc, en fait, au pire des cas, Doncic va les trouver, mais c'est un shooter qu'on est content de laisser shooter. Il y a eu d'autres fois aussi où, avec Porzingis, on le faisait déjà, de ne pas faire un switch. Porzingis, c'était déjà des edges, mais là, on l'a fait donc souvent, en plus, avec Horford, qui lui était plutôt en mode switch. Donc, ce qui fait une énorme différence, en fait, avec le match 4, avec l'énorme performance offensive de Dallas, c'est que eux, ils obtenaient le switch, et une fois qu'ils ont obtenu le switch, tiens, toi tu te mets là, toi tu te mets là, on dispose le terrain comme on veut et comme on le souhaite, donc c'est-à-dire, toi tu vas le meilleur shooter dans le corner ou alors à une passe près, personne sur l'aile, comme ça personne peut me stopper quand je fais mon drive de ce côté-là, et voilà. Donc là, on n'a pas eu ça, parce que Boston n'a pas offert ces switches, ils ont forcé l'extra passe, et parfois ils ont été punis, en effet. Il y a une action en tête là où effectivement il y a une passe par-dessus la prise à 2, Jrue Holiday qui est censé faire le free safety, le troisième homme en deuxième rideau, il est sur Maxi Kleber, sauf que Kleber, dans cet espace, il pose un dribble, il passe autour, il fait un lay-up. Ok, donc parfois t'es puni. Mais globalement, il y a eu un peu ce truc de ne pas offrir le switch, parce qu'ensuite, une fois que Dallas a le switch, hop, on ralentit, on s'organise, tu vas là, et puis j'attaque. Là non, là il n'y a pas du tout eu cette opportunité-là, parce que 2 contre 1 sur le ballon, on contient Doncic, et donc il n'y a pas ça. Donc ça a été une différence assez énorme. En plus, avec ce qu'on a fait, c'est aussi un pressing tout-terrain. Alors tout-terrain, pas hyper agressif, mais on essayait quand même d'aller le chercher assez haut Doncic pour l'empêcher d'arriver sur les sets un peu facilement. Donc ça aussi, ça participe au fait qu'on n'a pas eu un peu le rythme de sénateur du match 4. On l'a pas eu totalement, parce que si le Doncic est pressé très haut et qu'on est obligé un peu d'arriver déjà en retard sur le terrain de Boston, bon, c'est pas pareil. Voilà, on n'a pas du tout le même temps à disposition, c'est plus compliqué, il y a peut-être déjà telle ou telle action qu'on peut plus faire, etc., etc. Bref. Donc, voilà, ce rythme de sénateur du match 4 qui a donné cette performance géniale, parce que ensuite le jeu d'échecs avait été remporté par Dallas,
Bah là, il n'a pas été possible parce que pas de switch, aide agressive, et donc on force le côté, on donne un décalage quelque part, mais on parie sur le fait que tu vas pas pouvoir nous punir parce que t'as pas forcément le passing ou pas forcément le shooting pour nous punir tout le temps, ok. Et puis, donc, ce qui a forcé finalement Dallas aussi à essayer de s'ajuster avec des actions, en fait, des no-screen. Carrément, en fait, il y avait des actions où il n'y avait aucun écran, et c'est juste Irving ou Doncic qui arrivaient lancés depuis leur propre terrain, et qui devaient attaquer sans écran. Et même là, alors il y en a une qui a bien marché avec donc Irving, pour qu'il n'y ait pas d'écran, pas de edge, etc. Juste, il pénètre, il accélère très très vite, il dépasse White et il donne petite passe pour Gafford qui a un dunk facile. Mais après, il y a aussi des fois où ça marchait pas. Et même sur ce genre de situation, si Doncic il attaquait sans écran, il attaquait directement. Pourtant, il y avait Porzingis qui venait et qui dézonnait et qui abandonnait totalement Kleber ou PJ Washington, et c'était pas puni non plus. Même si Doncic faisait la passe, parce que il y a une aide qui vient sur lui en tête de raquette, c'était pas puni du tout. Donc voilà, même sur l'ajustement qui a été testé de faire des no-screen, juste isolation, je remonte la balle depuis mon propre camp et puis j'attaque directement, même ça n'a pas marché parce que Boston a rétréci le terrain et Dallas n'a eu donc aucun match sur la série où ça a bien shooté, où ça a bien puni. Et puis même, vous avez vu aussi des séquences avec Josh Green qui a mis 3 tirs à 3 points d'affilée. Pourquoi ? Parce que, comme dit, Porzingis, depuis le début, on ne switch pas avec lui. Lui, il ne switche pas sur les écrans, évidemment, parce qu'il n'a pas la mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Porzingis ? On fait des edges, donc on fait 2 contre 1 sur le ballon, plus ou moins agressif. Donc, forcément, ça libère quelqu'un. Mais, sauf que, comme on a mis Porzingis sur Josh Green plutôt que sur Lively, le décalage et l'homme libre en question, ça va pas être le alley-oop pour Lively ou pour Gafford dans le dos du edge, ça va être Josh Green. Et Josh Green qui est à 3 points ou qui est au pick and pop, ou alors il peut rouler au panier s'il veut, mais il n'a pas la verticalité, il n'a pas les centimètres pour être une menace. Donc souvent c'était pick and pop. Et pour le coup, on a eu un 3 sur 3 de Josh Green à 3 points, notamment sur des situations où il était abandonné par Porzingis sur un post-up de Doncic ou alors sur des pick and pop. Et donc ça a bien marché, mais au final, Boston a été hyper agressif aussi pour compenser ces edges de Porzingis. C'est-à-dire, on attaque sur le côté, on fait un edge avec Porzingis, c'est parce que Dallas attaque sur le côté, sur un side pick and roll sur le côté, sur une aile. Ok, ça libère le pick and pop, sauf que on a déjà quelqu'un qui est hyper agressif, un troisième homme qui est impliqué dans l'action, qui vient couvrir le pick and pop, et donc ça force ensuite une autre extra passe pour ensuite un autre shooter qui, alors je crois que par exemple un pick and pop de Washington qui ressort sur Josh Green, en rotation sur Josh Green, parce qu'il était en forme, re-extra passe vers Washington qui est ouvert à 3 points en tête de raquette, en tout cas en plein centre, mais qui ne le met pas, quoi. Donc voilà, je trouve que l'ajustement défensif de ce match-là, ça a été ça. Ça a été Boston qui arrête de faire le switch pour laisser Dallas ensuite, dans son rythme de sénateur, venir s'installer, quadriller le terrain comme eux ils veulent en attaque. Et puis voilà, là on a respecté personne en termes de stunt. On a été très, très proactif avec Jrue Holiday en free safety, avec Derrick White qui abandonne même Irving sur des stunts, donc avec des edges aussi, où donc Al Horford n'est pas en switch à part 1 ou 2 fois. Et donc voilà. Malheureusement, ce qui aurait pu marcher, c'est le shot-making, mais qui n'était pas là. On a eu aussi le retour de certains bons systèmes, parfois, notamment donc les gros n'ont pas switché, mais les petits, ça a switché. Et donc notamment, le seul qui switchait parmi Boston, c'était pas ni Porzingis ni Al Horford, c'était Sam Hauser. Et donc Sam Hauser, on a eu quelques séquences de jeu où en effet, on retombe un peu sur le 1-4 flat. Alors 1-4, 1, 1-4, c'est four en fait, hein, c'est en anglais, c'est 4, le chiffre 4. Pourquoi ? Parce que c'est 1 en haut et 4 en bas. Donc le 1-4 flat, pardon pour mon accent, c'est pas 1-4, c'est 1-4, hein, vous avez compris, j'espère en tout cas. Mais bref, donc là oui, on arrivait plutôt à isoler et à obtenir le switch, parce que le petit, il switch, mais pareil, pas de shot-making, quelques actions par-ci par-là où on l'attaque, mais voilà, même le côté tranchant, le côté comment dire, bulldozer de Doncic, on l'a pas vu. Bref, on va pas insister. Une performance offensive de Dallas qui a été très mauvaise. C'est un peu mon regret, c'est qu'on n'a jamais vu la vraie attaque de Dallas en termes de shot-making, notamment des role-players qui auraient pu faire des perfs un peu explosives. On a vu que Kidd a réussi à s'adapter petit à petit à certains trucs, mais là on a eu le contre-ajustement de la part de Mazzulla qui a été très bon. Est-ce que ce contre-ajustement aurait pu être tenu pendant 7 matchs et donc peut-être 3 de plus? Je ne suis pas sûr, mais bon, en même temps, voilà. C'était le coup de poker, et Dallas n'a pas eu le temps de s'ajuster, donc c'est parfait. Bref, et donc voilà pour ce match, tout d'un côté, rien de l'autre, un peu si on devait le résumer, hein. Dallas pas en forme du tout en termes de tactique, qui a été surpris tactiquement, et pas en forme en termes d'individualité,
Et puis de l'autre côté, Boston, tout a réussi, mais aussi parce que tactiquement, il y a eu les bons ajustements là encore. Et donc voilà pour ce match 5 remporté par les Boston Celtics qui sont donc champions NBA 2024. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ces finales NBA, en tout cas pour ce débrief du match 5. Et comme dit, on reviendra plus en longueur, et non pas à chaud, et non pas le jour même en react là comme aujourd'hui, mais on reviendra en longueur, un peu faire le bilan un peu global de ces finales NBA. Et puis ensuite ce sera la fin de saison, et on basculera enfin sur l'intersaison. Vous savez que l'intersaison côté basket là, elle est souvent remplie, donc on verra ce qu'on fait cette année. Mais voilà, bilan de ce match-ci, à venir le bilan plus global de Boston et de ces finales NBA de cette série, d'ici quelques jours je pense. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien comme d'habitude sur toutes les plateformes, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.